Proust pour tous, du côté de chez Swann, Combray. On en est à la 3e lecture, la suite. Après la messe, nous rencontrions souvent monsieur Legrandin, un voisin ingénieur très cultivé qui avait la particularité d'attaquer avec ferveur l'aristocratie et le snobisme. Ce qui offensait ma grand-mère qui n'avait aucune ambition mondaine et donc ne comprenait pas ces diatribes, d'autant plus incompréhensible que M. Legrandin avait une sœur mariée à un gentilhomme de Basse-Normandie, près de Balbec. Françoise nous préparait de merveilleux déjeuners, au hasard de son imagination créatrice et de ce que la saison avait à offrir. Et c'était repu qu'on m'envoyait lire au jardin, près de l'ancien bureau de l'oncle Adolphe, que nous ne voyions plus en raison d'une brouille dont j'avais été l'involontaire responsable. À Paris, je rendais régulièrement visite à mon oncle, toujours à la même heure, à 2h moins le quart de l'après-midi. À cette époque, j'avais un grand amour pour le théâtre, dont les acteurs occupaient mes pensées, bien que je n'ai jamais encore assisté à aucune représentation. Or, il se trouvait que l'oncle Adolphe fréquentait nombre de comédiennes, ainsi que des cocottes, aux grandes dames de notre famille. Un jour où je m'étais précipitée chez lui en dehors des heures habituelles, j'y aperçus une femme charmante, quoique de mœurs légères, toute de soie rose habillée. Elle me parla avec amabilité et j'en fus très émue. Contrairement à la promesse faite à mon oncle, je ne pus m'empêcher de faire part de cette rencontre à mes parents, qui en prirent ombrage, et une explication orageuse s'ensuivit entre les adultes. L'épisode se solda par une brouille qui devint définitive lorsque mon oncle prit mon refus de le saluer, alors que peu de temps après nos voitures se croisèrent, pour un ordre de mes parents, alors qu'en réalité ma froideur n'était due qu'à ma gêne de ne pouvoir lui exprimer mes douloureux regrets. En rentrant du jardin de Combray, je passais par l'arrière de la maison, où une fille de cuisine, jamais la même d'un été à l'autre, aidait Françoise. Une année, l'année où nous avions mangé tant d'asperges, cette fille était une pauvre créature enceinte, que Françoise exténuait de besogne et que M. Swann comparait à la charité de Giotto. Il faisait très chaud, et bien que ma chambre ait été un îlot de fraîcheur, je devais m'installer pour lire sous un marronnier, au jardin, sur les supplications de ma grand-mère, toujours avocate du bon air. C'est là que je passais des heures plongées dans un livre et je m'émerveillais du pouvoir de la lecture qui vous fait sentir, voyager, aimer, enfin vivre. Un jour où je lisais un auteur nouveau pour moi, Bergotte, un commentaire de M. Swann me fit rêver d'une femme qui m'attendrait devant une cathédrale gothique. La première fois que j'avais entendu parler de Bergotte, c'était par un camarade un peu plus vieux que moi, Bloch, qui m'éblouissait par sa culture classique et ses citations helléniques. Il recommandait la lecture de Bergotte, qualifiée de « coco des plus subtils ». Ce camarade, juif comme beaucoup de mes préférés, ce que faisait remarquer avec bonhomie mon grand-père, au cours d'intenses discussions littéraires, m'avait jeté dans le désarroi en m'affirmant que les beaux vers étaient d'autant plus beaux qu'ils ne signifiaient rien, à moi qui attendais d'eux la révélation de la vérité. Cependant, Bloch avait été banni de chez mes parents pour des raisons moins intellectuelles. Il avait d'abord déplu à mon père, un assidu du baromètre, par son mépris pour les contingences météorologiques. Puis à ma grand-mère, le jour où il feignait un sanglot lorsqu'elle se dit légèrement souffrante. Puis enfin à tout le monde, lorsqu'il arriva très en retard à un déjeuner où mes parents l'avaient convié, avec pour seule excuse son dédain pour la montre, pour le parapluie, il était trempé, et tous instruments de ce genre, indignes de son esprit supérieur. Pour faire bonne mesure, il avait vis-à-vis de moi des transports erratiques et excessifs que mes parents jugeaient tout à fait néfastes pour mon caractère fragile. La rupture finale avec ma famille, qui serait passée sur tous les incidents cités pour me faire plaisir,
eut lieu lorsque Bloch me confia la rumeur que je ne pus m'empêcher de répéter illico à mes parents, que ma grand-tante avait eu une jeunesse turbulente au temps de laquelle elle avait été publiquement entretenue. Mais pour Bergotte, Bloch avait eu raison. Son style m'apportait une joie profonde et mon esprit, à sa lecture, me semblait agrandi. Dès cette époque, Bergotte avait d'autres admirateurs, comme le renommé docteur Duboulbon ou comme une amie de ma mère, bien avant qu'il ne soit universellement connu. Son style, la beauté de ses images, brillaient dans des apostrophes qui interrompaient le récit, particulièrement beaux lorsqu'ils étaient lancés à d'anciens monuments ou à des paysages de mer. Quand moi-même j'essayais d'écrire et que parfois je retrouvais chez Bergotte des expressions similaires aux miennes, j'étais comblé de bonheur. Je voulais vivre par sa pensée. Monsieur Swann, un après-midi, me rejoignant sous le marronnier du jardin, découvrit que je lisais Bergotte, suivant le conseil de Bloch, qu'il avait aperçu et à qui il trouvait une ressemblance frappante avec un portrait de Mahomet II de Bellini. Il me confia qu'il était intime de l'écrivain et qu'il le voyait toutes les semaines, d'autant que Bergotte était un grand ami de sa fille. Ils avaient plaisir à visiter ensemble monuments et cathédrales, dont je me mis à rêver. J'avais toujours ma passion pour les comédiens, bien que n'ayant toujours pas eu la permission d'aller au théâtre, et j'osais demander à M. Swann ce que Bergotte avait écrit à ce sujet. J'appris ainsi que l'écrivain avait une prédilection pour une très grande artiste, Laberma. Au cours de cette conversation, je remarquai que M. Swann, qui par délicatesse et bonne manière ne donnait son opinion qu'avec une légèreté affectée, refusait en fin de compte de s'engager sur quoi qu'il pensât, et je me demandais pourquoi il parlait avec tant de dérision des choses qui composaient sa vie ou des sujets qui semblaient lui importer. Pendant que je lisais au jardin le dimanche, ma tante Léonie recevait monsieur le curé, qui n'y connaissait rien aux arts. Il n'aimait pas dans son église de Saint-Hilaire le pavé inégal, qu'il aurait été impossible de restaurer sans abîmer les tombes des seigneurs de Guermantes, ancêtres directs du duc actuel et de la duchesse, sa cousine, qu'il avait épousée. Ma grand-mère, dans sa confusion des noms, pensait qu'il devait être apparenté à la marquise de Villeparisis, son amie d'enfance. En revanche, le curé avait une passion pour l'étymologie et l'histoire de sa paroisse, qu'il faisait remonter jusqu'aux Mérovingiens et à Guillaume, qu'il prononçait Guillaume, le conquérant, ancêtre des Guermantes. Il parlait aussi avec enthousiasme de son clocher et de son merveilleux point de vue qui attirait un grand nombre de visiteurs.